Ma fille a osé exiger un loyer pour la maison que je lui avais offerte. Découvrez comment je l'ai expulsée dans cette histoire captivante de justice et de revanche. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. Ma fille m'a réclamé un loyer pour la maison que je lui ai donnée. Alors je l'ai expulsée. Il y a 1 an, déboute sur le porche de la petite maison de la rue des Lilas, en tendant un trousseau de clés à Camille. Je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Ma fille me regardait, aussi surprise que si j'avais annoncé mon intention d'aller sur la Lune. La maison était modeste, 2 étages, 3 chambres, et une petite cour arrière, ornée d'un lilas en fleurs. Rien d'extravagant, mais un véritable salut pour une mère célibataire, avec 2 enfants depuis son divorce. Camille vivait dans des appartements loués, déménageant tous les 6 mois, quand les propriétaires augmentaient les prix ou décidaient simplement de vendre. Les enfants, Léo, 8 ans, Mance et Chloé, 5 ans, étaient fatigués de constamment faire leurs valises. La décision de donner la maison avait mûri en moi pendant des mois. Après la mort d'Henri, la maison de l'avenue des Vignes était devenue trop silencieuse, trop vide. L'assurance et mes économies de retraite m'avaient donné une liberté financière que nous n'avions jamais eue de son vivant. 37 ans comme bibliothécaire scolaire m'avaient appris à économiser chaque euro pour les jours difficiles. Maintenant, ce n'était pas un jour difficile pour moi, mais pour ma fille. Camille pleura alors. Elle se tenait au milieu du salon vide et pleurait, serrant les clés contre sa poitrine. Les enfants couraient dans les pièces, criant de joie, à l'idée d'avoir enfin chacun leur chambre. Chloé déclara même qu'elle mettrait une pancarte « Fille seulement » sur sa porte, pour éloigner son frère de ses jouets. « Maman, je ne sais pas quoi dire », répétait Camille, essuyant ses larmes. « C'est trop, je ne pourrai jamais te rembourser. »« Tu n'as pas à le faire, » répondis-je. « L'important est que les enfants grandissent dans la stabilité. » Le divorce d'Étienne avait laissé Camille presque démunie. Il avait quitté pour une collègue, 6 ans plus jeune, important la plupart de leurs économies. La pension alimentaire était irrégulière. Il changeait d'emploi pour réduire son salaire officiel. Ma fille, qui rêvait autrefois de devenir enseignante, prit un emploi de caissière à la banque de Bordeaux, le seul travail qu'elle pouvait trouver sans diplôme supérieur. Les premiers mois se passèrent bien. Camille s'habitua à la nouvelle routine, et les enfants s'installèrent dans l'école du quartier. Je leur rendais visite le dimanche, apportais des tartes et aidais avec de petites réparations. La maison se remplissait peu à peu de vie. Dessins d'enfants sur le réfrigérateur, jouets dans le salon, odeur de pâtisseries maison dans la cuisine. Ma fille semblait heureuse. Elle disait qu'elle se sentait en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, les enfants ne demandaient plus quand ils déménageraient à nouveau. Léo se fit des amis à l'école. Chloé s'inscrivit à un cours d'art, à la bibliothèque locale. Les formalités traînaient, avocats, notaires, bureau d'enregistrement. Tout était lent. Comme d'habitude dans notre petite ville, il fallait évaluer la propriété, vérifier la régularité de la transaction, rassembler de nombreux certificats. Je ne pressais pas les choses. L'essentiel était que la famille ait un toit au-dessus de la tête. Et les papiers pouvaient attendre. En mars, les tuyaux éclatèrent chez moi. Ce n'était pas juste une fuite. L'eau jaillissait, au point qu'en une demi-heure, elle inonda tout le sous-sol et la moitié du rez-de-chaussée. Je me réveillai en pleine nuit à cause d'un bruit étrange, semblable à une cascade. En descendant et en allumant la lumière, je vis de l'eau jusqu'aux chevilles. Dans la cuisine, le plombier arriva le matin et avait les mains pleines. Les vieux tuyaux en fonte, posés dans les années 50, avaient simplement cédé. À plusieurs endroits, des fissures laissaient l'eau s'échapper. Sous pression, un remplacement complet du système d'eau serait nécessaire, ce qui signifiait ouvrir les planchers, casser les murs
et changer la plupart de la décoration intérieure. L'expert de l'assurance arriva le lendemain, secoua la tête et donna le montant des dégâts. Les réparations prendraient au moins 2 mois, et vivre dans la maison pendant ce temps était impossible. L'odeur d'humidité imprégnait chaque recoin. Des taches de moisissure apparaissaient sur les murs, et l'électricité au sous-sol avait été coupée pour des raisons de sécurité. Madame Dubois, vous devriez absolument trouver un logement temporaire, dit le chef de chantier. Les travaux se feront du matin au soir. Poussière, bruite, installation exposée. Pas un endroit pour une femme âgée. L'escu. Camille proposa que je m'installe chez eux. Lorsqu'elle apprit l'inondation, j'arrivai le soir même, regardai la dévastation et secouai la tête. Maman, nous avons beaucoup de place. Les enfants seraient ravis. Reste aussi longtemps que nécessaire. J'hésitais. Je ne voulais pas perturber leur tranquillité, m'immiscer dans leur routine établie. 1 an à vivre dans la maison donnée avait appris à Camille à être indépendante, à prendre ses propres décisions et plans. La présence de sa mère pouvait tout gâcher. Ne sois pas ridicule. Insiste à ma fille. Tu nous as aidés tout ce temps. Maintenant, c'est notre tour. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Louer un appartement pour 2 mois semblait du gaspillage. Et vivre dans un motel était un plaisir douteux pour une femme de mon âge. De plus, je voulais être à proximité pour contrôler l'avancement des réparations, garder un œil sur les ouvriers. Je fis 2 valises avec l'essentiel et emménagai dans la maison de la rue des Lilas début avril. Camille libéra une chambre pour moi à l'étage, près des chambres des enfants. Elle était petite mais confortable, avec une fenêtre sur le jardin et un lit douillet. Je posai une photo d'Henri sur la table pour ne pas me sentir complètement étrangère. Les premières semaines se passèrent sans heure. Nous établîmes rapidement une routine quotidienne qui convenait à tous. Je me levai à 7 heures du matin, préparer le petit déjeuner pour la famille et préparer les enfants pour l'école. Camille partait au travail à 8 heures, revenant à 18 heures. La maison m'était laissée pendant ce temps. Au début, je m'occupais juste du ménage, mais progressivement, je pris de plus en plus de responsabilités. J'allais chercher les petits-enfants à l'école, les aidais avec leurs devoirs, préparer le dîner. Léo se révélait être un garçon brillant, mais il avait des difficultés avec les mathématiques. Nous nous asseyions à la table de la cuisine, et je lui expliquais les fractions en utilisant des tartes et des pommes comme exemple, et les pourcentages en prenant les remises en magasin. Comme exemple, Chloé s'intéressait davantage à la lecture. Elle m'apportait des livres, de la bibliothèque scolaire, et nous lisions ensemble, discutant des personnages et inventant des fins alternatives. La petite était vive, posait beaucoup de questions, aimait rêver. Les week-ends, nous allions au parc, nourrissions les canards dans l'étang. Les enfants me parlaient de l'école, des amis, des professeurs, de qui ils aimaient et de qui ils n'aimaient pas. Camille semblait détendue. À ces moments-là, comme si un lourd fardeau avait été ôté de ses épaules, elle pouvait se permettre d'être juste une mère sans penser aux problèmes domestiques. Je faisais la plupart des tâches ménagères, cuisine, lessive, ménage, courseuse. Non pas parce que ma fille me le demandait, ça semblait juste naturel. Elle travaillait à plein temps, élevait les enfants, seule, gérait beaucoup de problèmes. Mon aide était utile. Nous faisions les courses ensemble. Le samedi, Camille faisait une liste. J'ajoutais mes propres articles au magasin. Elle regardait parfois les produits coûteux, bonne viande, fromage et de qualité, légumes, bio, mais secouait la tête et mettait quelque chose de moins cher dans le panier. Je sortais discrètement mon portefeuille et payais la différence. Je lui disais que je voulais gâter mes petits-enfants, que je n'avais de toute façon nulle part où dépenser ma pension. Les enfants s'habituèrent rapidement à mes cadeaux. Léo m'apportait ses dessins d'école et me demandait de les accrocher.
sur le réfrigérateur, à côté de ceux de sa sœur. Chloé ne s'endormait qu'après que je lui avais lu une histoire. Il m'appelait simplement grand-mère, sans formalité, me racontait des secrets, se plaignait l'un de l'autre. La rénovation de ma maison était plus lente que prévu. Les ouvriers trouvaient tantôt de nouveaux problèmes avec le câblage électrique, tantôt ne pouvaient obtenir les matériaux nécessaires ou ne venaient simplement pas pour des raisons inconnues. J'appelais le chef de chantier chaque semaine et il promettait de finir à la fin du mois, puis repousser l'échéance de quelques semaines. « Voyez-vous, Madame Dubois, expliquait-il, les vieilles maisons sont comme les vieilles personnes. Vous commencez à traiter une chose, vous trouvez une douzaine d'autres problèmes. » Camille n'était pas mécontente de mon séjour prolongé, du moins en apparence. Elle restait polie, me remerciant pour mon aide, avec les enfants et la maison, me posant des questions sur mes plans. Mais parfois, je surprenais des regards étranges, insistants, pensifs, comme si elle calculait quelque chose. Dans son esprit, fin mai, la maison commença à me sembler comme chez moi. Je savais où chaque objet était, me souvenais des préférences de chaque membre de la famille. Léo n'aimait pas le porridge, mais adorait les crêpes au sirop d'érable. Chloé aimait la confiture de fraises et refusait toute autre. Camille buvait son café strictement noir, sans sucre ni lait, et ne supportait pas qu'on lui propose des sucreries avant midi. Nous avions développé notre propre rythme, le matin, petit déjeuner et préparatifs. L'après-midi, mes corvées et récupération des enfants. À l'école, le soir, dîner en famille et aide aux devoirs. Le vendredi, nous regardions des films. Les enfants choisissaient à tour de rôle. Le dimanche, nous allions à l'église, puis déjeunions dans un café ou faisions un pique-nique dans le parc. Si le temps le permettait, je me sentais nécessaire. Après la mort d'Henri, les jours avaient été lents et monotones. Ici, cependant, chaque jour était rempli de choses à faire, de soucis, de conversations animées. Les enfants me donnaient de l'énergie. Leur rire remplissait la maison de joie. Camille me parlait de son travail, partageait ses plans, me demandait des conseils sur l'éducation des enfants. Mais quelque chose commença à changer vers la mi-mai. Camille devint plus silencieuse, pensive. Elle répondait à mes questions sur le travail ou les plans du week-end, par des monosyllabes. Quand je proposais d'aider, elle hochait la tête, mais sans la même reconnaissance. Dans les yeux, il y avait une tension qui n'était pas là auparavant. Un soir, quand les enfants dormaient, je demandais si je les dérangeais, s'ils étaient fatigués de ma présence. Camille secoua la tête, dit que tout allait bien, qu'elle était juste fatiguée par le travail. Mais sa voix semblait peu convaincante, et son regard glissait sur moi, sans s'attarder sur mon visage. Je décidai que j'étais le problème. Peut-être m'immisçais-je trop activement. Dans leur vie, donnais-je des conseils non sollicités, imposais-je mes habitudes. Je devins plus prudente, avec mes remarques, proposais moins souvent mon aide, passais plus de temps dans ma chambre, mais l'atmosphère ne s'améliora pas. Au contraire, elle devint encore plus tendue. Fin mai, la rénovation de ma maison était enfin terminée. Le chef de chantier appela et dit que je pouvais accepter le travail. J'allais voir, tout semblait parfait. Nouveaux tuyaux, peinture fraîche, plancher refait, la maison attendait mon retour. Mais d'une certaine manière, je ne voulais pas quitter la rue des Lilas. Je me sentais partie intégrante de la famille, utile et nécessaire. Et là-bas, sur l'avenue des Vignes, tout ce qui m'attendait était le silence et les souvenirs d'Henri. La conversation commença un samedi matin, alors que les enfants étaient partis chez un garçon du quartier pour jouer au football dans la cour arrière. Je faisais la vaisselle. Après le petit déjeuner, Camille, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, regardait par la fenêtre. Le silence s'éternisait, devenant inconfortable. Il y avait une tension dans l'air, que je ressentais depuis des jours. « Maman, nous devons parler, dit-elle enfin.
sans tourner la tête. Je posai l'éponge et essuyai mes mains. Avec le torchon de cuisine, il y avait une gravité dans la voix de ma fille qui me rendait méfiante. Camille commençait rarement les conversations sur un ton aussi formel, comme si elle se préparait à prononcer un discours répété. Bien sûr. De quoi? Elle se tourna vers moi, croisant les mains sur la table. Son visage était calme, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Je n'avais vu cette expression que lorsqu'elle prenait des décisions importantes, quand elle demandait le divorce ou postulait pour un emploi à la banque. De notre situation. De combien de temps ça va durer? Tu veux dire, moi vivant ici, m'assis-je en face d'elle, essayant de comprendre où elle voulait en venir. La rénovation devrait être terminée la semaine prochaine. J'ai déjà appelé le chef de chantier. Hier soir. Ce n'est pas seulement une question de délai, maman, c'est une question de principe. Rachat. Camille prit une gorgée de café, rassemblant ses pensées. J'attendais, sentant un nœud désagréable dans mon estomac. Quelque chose dans son attitude me disait que ce ne serait pas une conversation facile. Cette maison m'appartient maintenant, continua-t-elle, me regardant droit dans les yeux. Tu me l'as donnée, souviens-toi, et je t'en suis très reconnaissante. Vraiment, mais c'est ma propriété maintenant, et je dois apprendre à en assumer la responsabilité. Je ne comprenais pas où la conversation menait. Je hochai la tête, attendant qu'elle continue, essayant de saisir la logique de ma fille. Tu vis ici depuis presque 3 mois. Maintenant, dit Camille, comptant sur ses doigts, tu utilises les commodités, manger notre nourriture, occuper une chambre. J'y ai beaucoup réfléchi, très longtemps, et j'en suis arrivé à la conclusion que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, répétai-je ces mots, n'en croyant pas mes oreilles. Mais c'est qu'est-ce qui ne peut pas continuer? Exactement. Ça ne peut pas, confirma ma fille, avec une étrange certitude. J'ai besoin d'apprendre à établir des limites, même avec les personnes les plus proches, surtout avec les plus proches. Sam. Les mots sonnaient comme un discours appris, comme si elle les avait répétés, devant un miroir. Je ne pouvais pas imaginer ma fille, à qui j'avais donné cette maison, me parler de limites. Quelles limites peuvent exister entre une mère et sa fille? Camille, je ne comprends pas, j'aide avec les enfants, tiens la maison, cuisine, fais le ménage. Ça ne compense-t-il pas mon séjour ici? Ce n'est pas une question de compensation, interrompit-elle rapidement, comme si elle s'attendait à cette objection. C'est une question de principe. Je suis une femme adulte, autonome. J'ai ma propre maison, et si quelqu'un y vit, même ma mère, ça doit être fait correctement. Ça doit être fait correctement. Ces mots sonnaient comme une gifle. Je regardais ma fille, et ne la reconnaissais pas. Où était la Camille, qui pleurait de bonheur, en recevant les clés de la maison, qui me remerciait encore et encore, promettant de ne jamais oublier ma gentillesse. Que proposais-tu exactement? Des mandailles. Essayant de rester calme, bien que tout bouillonnât à l'intérieur. Un bail, un officiel, avec une somme fixe et des conditions de paiement claires. Un bail, répétai-je lentement, avec ma propre fille, pour la maison que je lui ai donnée. Ne fais pas un drame de ça, maman, dit Camille, avec une touche d'irritation dans la voix. C'est une pratique normale. Les adultes paient un loyer, c'est naturel et juste. Qu'est-ce ça? Je me levai de la table et allai à la fenêtre. Les enfants jouaient au ballon dans la cour. Leur rire traversait la vitre. C'était un après-midi de samedi ordinaire, dans une petite ville française, et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Combien? Demandai-je, sans me retourner, regardant mes petits-enfants jouer. 1500 € par mois. Je me tournai. Camille était assise, le dos droit, tenant la tasse à 2 mains. Son expression était professionnelle, comme si elle discutait des conditions.
d'un prêt bancaire avec un client. 1500, répétai-je, m'assurant d'avoir bien entendu. C'est un prix juste pour un endroit comme celui-ci. Dans notre quartier, j'ai fait des recherches sur Internet, regardé des annonces similaires. Elle l'avait fait, donc. Elle avait planifié cette conversation à l'avance, étudié le marché immobilier, calculé le coût de ma vie, dans une maison qu'elle avait reçue en cadeau. Le cynisme de la situation était stupéfiant. Et l'aide avec les enfants, des mandailles, cuisiner, nettoyer, les récupérer à l'école, aider avec les devoirs. C'est ton choix. Maman, personne ne t'oblige à faire ça. Si tu veux aider, Aïd, ça m'arrange. Mais les frais de vie sont séparés. Mon choix. Comme si prendre soin de mes petits-enfants était un passe-temps, un divertissement de retraite, pas une nécessité de vie, pour une mère célibataire qui travaille, comme si 3 mois d'aide quotidienne ne signifiaient rien. Camille, écoute-toi, dis-je, aussi calmement que possible. Je t'ai donné cette maison, je l'ai donnée pour t'aider, toi et les enfants, pour vous donner de la stabilité, un toit au-dessus de la tête, et maintenant tu me demandes un loyer pour y vivre. Parce que tu me l'as donné, je dois en assumer la responsabilité, répondit-elle, avec une logique tordue. C'est ma propriété, et je ne peux pas laisser quiconque, même toi, l'utiliser gratuitement. C'est une question de principe. Principe, répétai-je. Quels principes peuvent exister entre une mère et sa fille, entre une grand-mère et ses petits-enfants? Les principes des relations adultes, répondit Camille, une touche de reproche dans la voix. Je ne suis plus une petite fille, maman, j'ai des enfants, un travail, des responsabilités. Je dois apprendre à vivre selon les règles du monde adulte. Les règles du monde adulte. Ces mots sonnaient comme des slogans, tirés de livres de développement personnel ou d'articles de magazines féminins. Je soupçonnais que ma fille les avait lus quelque part, ou entendus d'une amie ou collègue. Et si je refuse de payer, demandai-je franchement. Camille resta silencieuse un instant, faisant tourner la tasse dans ses mains. Pour la première fois de toute la conversation, une incertitude traversa son visage. Alors tu devras trouver un autre endroit pour vivre, dit-elle enfin. Un autre endroit, ma propre fille, à qui j'avais donné la maison, me suggérait de trouver un autre endroit pour vivre. L'absurdité de la situation était si évidente que je ris même. Tu plaisantes? Je suis tout à fait sérieuse, maman. À ce moment, les enfants rentrèrent en courant de la rue, faisant irruption dans la cuisine. Avec des joues rouges et des cheveux ébouriffés, Léo réclamait bruyamment du jus. Chloé se plaignait que les garçons ne la laissaient pas jouer au football, disant que ce n'était pas un jeu de filles. « Grand-mère, peux-tu leur dire que les filles peuvent aussi jouer au football ?» demanda Chloé, s'accrochant à mon bras. « Dis-leur que ce n'est pas juste. »« Bien sûr, ma chérie, dis-je, caressant sa tête et essayant de cacher ma confusion. Les filles peuvent jouer à ce qu'elles veulent. » Camille versa du jus pour les enfants, leur donna des biscuits de la boîte sur la table, fit ses gestes habituels, comme si elle ne venait pas de me donner un ultimatum financier. Je l'observais, essayant de comprendre quand ma fille était devenue si étrangère, si calculatrice. « Ah, maman, réfléchis à mon offre, dit-elle, alors que les enfants retournaient dans la cour, avec du jus et des biscuits. Je ne veux pas te faire de mal, ni t'énerver. Je pense juste que c'est plus juste, pour tout le monde. » Plus juste, répétai-je, sans cacher l'amertume dans ma voix. Oui, ça l'est. Et pour toi aussi, tu te sentiras plus indépendante, en sachant que tu payes ton propre chemin. Tu ne te sentiras pas comme un fardeau, plus indépendante. Camille avait visiblement lu des conseils psychologiques.
sur la manière d'établir des limites saines. Dans une relation, seulement, elle ne les appliquait pas à son ex-mari ou à des collègues ennuyeux, mais à sa propre mère, qui l'aidait avec les enfants et la maison pendant 3 mois. Combien de temps ai-je pour réfléchir demanda-je. Jusqu'à lundi, répondit-elle, après une courte pause. Si tu es d'accord, nous formaliserons tous les documents par un avocat. Sinon, elle haussa les épaules, avant qu'elle ne puisse terminer. Sinon, je devrais déménager de la maison que je lui avais donnée il y a moins d'1 an, de la maison où j'avais passé la meilleure partie de 3 mois, depuis la mort de mon mari. L'absurdité de la situation était écrasante. Mais, d'accord, dis-je, je vais y réfléchir. Camille hocha la tête avec l'air de quelqu'un qui avait résolu un problème d'affaires compliqué. Merci de comprendre. Maman, je savais que tu me comprendrais. Je me dirigeai vers les escaliers, ressentant le besoin urgent d'être seule pour digérer ce que j'avais entendu. Je m'arrêtai au milieu des escaliers quand j'entendis la voix de ma fille. « Tu me paieras 1500 € par mois ?» cria Camille après moi. Et pas de faveur. Je me tournai. Ma fille se tenait au milieu de la cuisine, le menton relevé, les yeux brillants de détermination et peut-être de colère, que je n'ai pas immédiatement accepté ces conditions. C'est 1500 € par mois, répéta-t-elle plus fort, comme si je n'avais peut-être pas entendu. C'est le prix final. Je montai silencieusement dans ma chambre et fermai la porte. Dehors, par la fenêtre, les enfants continuaient à jouer, leur rire semblant maintenant moqueur. Je m'assis sur mon lit et essayai de comprendre exactement ce qui s'était passé. Ma fille, à qui j'avais donné la maison, venait de me demander un loyer pour y vivre. Elle exigeait 1500 € par mois pour le droit de vivre sous le toit, que je lui avais fourni. Je montai dans ma chambre, rangeai mes affaires dans ma valise et descendis en silence. Camille se tenait à la fenêtre du salon. Regardant les enfants jouer, elle se tourna quand elle entendit mes pas dans les escaliers. « Maman, où vas-tu ? Parlons des détails. » Je ne répondis pas, pris mes clés de voiture sur la commode dans le couloir et me dirigeai vers la porte. La valise était lourde, mais je me débrouillai seule, sans demander d'aide. « Maman, ayons une conversation d'adulte, » continua Camille, me suivant, mais pas besoin de drame. Pour une simple proposition d'affaires, la porte se ferma derrière moi, avec un clic discret. Je montai dans ma voiture, démarrai le moteur et rentrai chez moi, avenue des Vignes. Dans le rétroviseur, je vis Camille debout sur le porche, me regardant. Les enfants, dans la cour, ne remarquèrent même pas mon départ, toujours en train de jouer au football. La maison sentait la peinture fraîche et les nouveaux tuyaux. Les ouvriers avaient terminé les réparations la semaine dernière, mais je continuais à repousser mon retour, espérant prolonger mon temps avec mes petits-enfants. Maintenant, je réalisais que j'avais retardé pour rien. J'aurais dû revenir. Dès que j'en avais eu l'occasion, la maison m'accueillit avec le silence. Les meubles étaient sous une bâche, le sol couvert d'un nouveau stratifié, couleur chêne clair. Tout semblait étranger, inconnu, comme si j'étais entré dans la maison de quelqu'un d'autre. La compagnie d'assurance avait dépensé plus de 20 000 € pour les réparations, et les résultats étaient impressionnants. Je retirai la bâche du fauteuil d'Henri, celui où il aimait lire le journal, le dimanche, et m'assis, fermai les yeux, essayai de me calmer. 1500 € par mois, pour vivre dans la maison que j'avais donnée à ma propre fille, pour l'aider avec les enfants, cuisiner, nettoyer, faire toutes les choses que je faisais autrefois gratuitement et avec joie. Les premières heures passèrent dans une sorte d'hébétude. Je déambulais sans but dans la maison, réarrangeant des objets, lavant de la poussière inexistante. L'activité physique m'aidait
à ne pas penser, à ce qui s'était passé, mais mes pensées revenaient toujours à la conversation du matin. Comment ma fille pouvait-elle dire une telle chose? D'où venait cette froideur? Cette attitude professionnelle? Le téléphone sonna vers 18 heures. Camille. Je regardai l'écran et ne répondis pas, puis encore et encore. Après le 5e appel, j'éteignis complètement le téléphone. Je ne voulais pas entendre ces explications, excuses ou nouvelles exigences. La nuit passa sans sommeil. Je restai allongé dans mon lit, rejouant la conversation avec ma fille, dans ma tête, cherchant le moment où tout avait mal tourné, quand mon aide s'était transformée en fardeau et ma gratitude en exigence de paiement. Peut-être étais-je resté trop longtemps chez eux, peut-être avais-je violé une frontière invisible. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas à propos de moi, c'était que Camille avait changé, une personne différente, quelqu'un qui pouvait exiger un loyer de sa propre mère, pour une maison qu'elle avait reçue en cadeau. Le lundi matin, j'avais quelques heures avant mon rendez-vous avec l'avocat. Alors, je décidai d'aller au centre de Saint-Émilion, près de la Banque de Bordeaux, pas pour parler à Camille, juste pour la regarder de loin, pour essayer de voir si elle avait changé extérieurement autant qu'intérieurement. Je m'assis sur un banc, sous l'ombre d'un tilleul. Dans une petite place animée, la banque était dans un vieux bâtiment en pierre, avec de grandes fenêtres, vers 13h30. Camille sortit pour sa pause déjeuner, se dirigeant vers une boulangerie à côté. Elle semblait comme d'habitude, tailleur strict, cheveux soignés, démarche assurée. Elle passa près de moi, sans me remarquer, et entra dans la boulangerie, commandant un sandwich. Je la suivis du regard, essayant de trouver un signe de doute ou de remords. Mais ma fille semblait calme et posée, comme si rien de spécial ne s'était passé. À 16h, j'arrivai au bureau de Jacques Lefebvre, une petite pièce au 2e étage, d'un vieux bâtiment, encombré de livres et de dossiers. L'avocat écouta mon histoire, sans m'interrompre, prenant parfois des notes dans son carnet. « Madame Dubois, dit-il, quand j'eus fini, formellement, la procédure de donation n'est pas terminée. Les documents ont été déposés au bureau d'enregistrement, mais l'enregistrement final n'a pas encore eu lieu. » Et qu'est-ce que cela signifie? Pratiquement, que vous avez tout à fait le droit de révoquer la donation jusqu'à l'enregistrement officiel. Le donateur peut changer d'avis sans donner de raison. Mon cœur battait plus vite. Donc, j'avais vraiment un choix. Je n'étais pas condamné à accepter les exigences de ma fille. Quelles seraient les conséquences légales d'une telle décision? La maison reviendra à votre pleine propriété. Les droits de votre fille sur elle seraient automatiquement terminés. Ça, y a-t-il un moyen qu'elle conteste cette décision en justice? Théoriquement, elle pourrait essayer, mais comme la donation n'est pas officiellement finalisée, elle a presque aucune chance. La loi est de votre côté. Sam. Jacques ouvrit un dossier, sortit quelques feuilles et les posa devant moi. Si vous décidez de révoquer la donation, vous devrez déposer une demande au bureau d'enregistrement. La procédure prendra environ 2 semaines. Pourrais-je vendre la maison après cela? Bien sûr, après la révocation de la donation, elle sera entièrement à vous, et vous pourrez en disposer à votre discrétion. J'ai pris les documents, les lus attentivement. Tout était écrit dans un langage juridique sec, mais le sens était très clair. Je pouvais révoquer l'acte de donation et reprendre la maison. Je pouvais en disposer comme je l'entendais. Lefebvre. Si je prenais cette décision, quand devrais-je déposer la demande? Le plus tôt sera le mieux. Chaque jour augmente la probabilité que l'enregistrement se termine automatiquement. Combien de temps ai-je pour y réfléchir? Techniquement, quelques semaines, mais je ne recommanderais pas de traîner. J'ai remercié l'avocat et sorti. Le soleil brillait fort. Les gens s'affairaient après une journée de travail.
juste un lundi soir ordinaire, dans une petite ville, et j'avais des papiers dans les mains, qui pouvaient tout changer, chez moi. Je relus les papiers, plusieurs fois, pesant le pour et le contre. D'un côté, Camille est ma fille, et rompre ma relation avec elle signifiait perdre le contact avec mes petits-enfants. De l'autre, ces exigences étaient si scandaleuses qu'elles étaient impossibles à supporter. Camille appela toute la soirée. D'abord, elle laissait de longs messages sur le répondeur, puis se déconnectait simplement en entendant ma voix vers 22 heures. Elle arriva, je la vis debout sur le porche, sonnant à la porte. Frappant aux fenêtres, je ne répondis pas. « Maman, je sais que tu es chez toi », criait-elle depuis la rue. Parlons comme des adultes. Comme des adultes. C'étaient les mots qu'elle utilisait pour justifier sa demande de loyer. Maintenant, elle m'appelait adulte. Le lendemain matin, je retournai chez Jacques et signai la révocation de la donation. Dans 2 semaines, la maison sera officiellement à nouveau à votre nom, dit-il, en acceptant les documents. Merci. Madame Dubois? L'avocat fit une pause, cherchant ses mots, puis je vous donnai un conseil. J'ai hoché la tête. Les conflits familiaux sont les plus douloureux et imprévisibles. Réfléchissez encore. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, parfois, il vaut mieux trouver un compromis. Quel compromis peut-il y avoir avec quelqu'un qui exige un loyer pour une maison donnée? Des mandailles? Je comprends votre position. Je voulais juste vous avertir des conséquences possibles. J'y ai déjà réfléchi, répondis-je fermement. La décision est définitive. 1 semaine après le dépôt de la demande, Jacques Pierce appelle avec des nouvelles inattendues. Il s'avéra que la procédure de révocation de la donation avait révélé des détails intéressants dans les documents originaux. Madame Dubois, j'ai besoin de vous voir. Il y a des informations importantes concernant le statut de votre maison. J'arrivai à son bureau le même jour. Jacques m'accueillit avec un dossier de documents et un regard préoccupé. Voilà le problème, commença-t-il, me faisant asseoir dans le fauteuil en face de son bureau. En vérifiant les documents au bureau d'enregistrement, j'ai constaté des retards importants dans le traitement de l'acte de donation. La machine bureaucratique fonctionne plus lentement que prévu. Il ouvrit un dossier, sortit des papiers officiels, avec des tampons. Voyez ces marques. Votre demande de donation est bloquée dans le processus d'approbation interagence. Le service des impôts a requis des documents supplémentaires. Le comité foncier vérifiait les limites du terrain et le superviseur architectural examinait si la maison respectait les codes de construction. J'écoutais attentivement, essayant de comprendre où il voulait en venir. Donc, techniquement, la donation n'a pas eu lieu du tout. Des mandailles. Exactement. Selon les documents, la maison est toujours à vous. Camille n'a reçu qu'un consentement préalable pour l'enregistrement futur de la propriété, mais pas le droit lui-même. L'information me stupéfia. Donc, tous ces mois, ma fille pensait posséder une maison qui ne lui appartenait même pas légalement. Pourquoi personne ne nous a alertés de ces retards? Malheureusement, les avis d'avancement se perdent souvent à la poste ou arrivent très tard. La bureaucratie de notre comté n'est pas connue pour sa rapidité. Jacques me montra un calendrier sur le mur. Selon les calculs préliminaires, il aurait fallu encore 3 ou 4 mois pour finaliser la donation. Mais maintenant que vous avez retiré votre demande, c'est terminé. Et qu'est-ce que cela signifie? Pratiquement, la maison est entièrement à vous. Vous pouvez y vivre, la louer, la vendre, sans restriction. Après la réunion avec l'avocat, je ressentis un mélange étrange de soulagement et d'amertume. D'un côté, la situation légale était plus simple que prévu. De l'autre, le comportement de Camille semblait encore plus scandaleux.
Elle exigeait un loyer pour une maison qu'elle ne possédait même pas officiellement. Chez moi, j'appelai immédiatement Isabelle Bisset. Elle semblait énergique, professionnelle, avec un léger accent bordelais. La femme était clairement habituée à travailler rapidement et efficacement. J'ai besoin d'évaluer la maison pour la vente, dis-je sans préambule. Bien sûr, où se trouve la propriété et quand est-ce un bon moment pour se rencontrer? Nous convînmes de demain à 10 heures du matin. Isabelle me prévint que l'inspection prendrait environ 1 heure et me demanda de préparer tous les documents de la propriété. Quel est votre délai pour la vente? Demanda-t-elle. C'est le plus tôt possible. Je vois, nous essaierons de trouver un acheteur. Dans le mois. Et Sébastien appela ce soir-là. Il semblait inquiet. Maman, Camille m'a appelé au travail. Elle dit que tu fais un gâchis juridique avec la maison, que tu essaies de lui reprendre la maison que tu lui as donnée. She's fils, dis-je patiemment. La maison n'a jamais été à elle. L'acte de donation n'a jamais été finalisé, à cause de retards bureaucratiques. Techniquement, elle est toujours à moi. Sébastien resta silencieux, digérant l'information. Donc, tous ces mois, elle pensait posséder une maison qui ne lui appartenait pas. C'est exact, et elle m'a exigé un loyer. C'est toute une situation, murmura mon fils. Que comptes-tu faire ensuite? La vendre. Une agente immobilière vient demain pour une évaluation. Maman, es-tu sûre? C'est une étape assez radicale. Peut-être devrions-nous parler à Camille. À nouveau. De quoi parler? Sébastien, elle exige 1500 € par mois pour vivre dans la maison que je lui ai donnée. Que peut-il y avoir de plus à discuter? Mais pense aux enfants. Léo et Chloé sont habitués à cette maison. Ils ont des amis là-bas. L'école est à proximité. J'y pensais tout le temps. Les petits-enfants n'étaient vraiment pas coupables. Mais leur mère avait fait un choix quand elle a exigé un loyer. Maintenant, qu'elle gère les conséquences. Fils, je sais que c'est dur pour toi d'accepter ma décision. Mais Camille a dépassé les limites de la décence. Certaines choses sont impardonnables. D'accord, soupira Sébastien. Si c'est ce que tu décides, je te soutiendrai, mais tu dois être prête à ce que ta relation avec ta sœur soit définitivement endommagée. Et elle l'est déjà, depuis qu'elle a exigé de l'argent. Pour la maison que je lui ai donnée, Isabelle Bisset arriva ce matin, une femme d'une 50aine d'années, en tailleur strict. Pourtant, un dossier de documents et un bloc-notes pour les notes. Elle semblait compétente et professionnelle. « Voulez-vous me montrer la maison ?» demanda-t-elle, en descendant de la voiture. Nous nous rendîmes à la rue des Lilas. Ensemble, en chemin, Isabelle posa des questions sur le quartier, les voisins, l'état des infrastructures locales. « C'est un joli quartier, » nota-t-elle, en regardant la rue. Calme, familial. L'école est à proximité. Le parc est à 5 minutes à pied. Les gens achètent des maisons ici, pour longtemps, pas pour la revente. Nous nous arrêtâmes devant la maison. La voiture de Camille n'était pas dans la cour. Apparemment, elle était au travail. Les enfants étaient à l'école. Jusqu'à 15 heures. Moment parfait pour une inspection calme. Sans trop de questions ni d'explications. Nous arrangeâmes rapidement les meubles dans la lumière la plus favorable. Rangeâmes tous les objets personnels de la famille dans les placards. Ouvrîmes tous les rideaux et stores pour maximiser la lumière naturelle. La maison se transforma, ressemblant à une image d'un magazine immobilier brillant. Les acheteurs aiment les pièces lumineuses et spacieuses, expliqua Isabelle, en réarrangeant une chaise dans le salon, et ils font attention à la propreté et à l'ordre. Évidemment, les acheteurs potentiels arrivèrent à l'heure. Thomas et Sophie Renaud, avec leur fils de 4 ans.
Hugo, un jeune couple dans la trentaine. Il travaillait comme ingénieur pour la compagnie d'électricité locale. Elle était enseignante à l'école primaire, où mes petits-enfants étudiaient. Ce sont le genre de famille de classe moyenne qui achètent généralement des maisons dans notre quartier calme. Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché? Se demanda Thomas, examinant le salon spacieux, avec ses grandes fenêtres. Depuis hier, dit Isabelle. Vous êtes les premiers acheteurs potentiels? Ils parcoururent chaque pièce méthodiquement, vérifiant la plomberie dans les salles de bain, le sous-sol et le grenier. Thomas examina particulièrement le système de chauffage et le câblage électrique. Sophie aimait la chambre des enfants, avec ses grandes fenêtres, ses placards intégrés et son bureau confortable. L'école est-elle vraiment à 5 minutes? Demanda-t-elle, regardant par la fenêtre de la chambre. Oh, oui, confirmai-je. C'est une très bonne école, avec un personnel enseignant solide. Mes petits-enfants y étudient pour la 2e année et sont très heureux. Le petit Hugo courait dans toute la maison, regardant avec excitation dans tous les coins et placards. Il resta le plus longtemps dans la chambre des enfants, faisant tourner le grand globe sur le bureau, regardant la carte du monde colorée sur le mur, ouvrant et fermant les tiroirs du bureau. « Maman, pourrais-je vivre ici ?» demanda-t-il, avec espoir dans la voix. « Peut-être, petit, si papa et maman aiment la maison, » répondit Sophie, en souriant. Après 1 heure et demie d'inspection détaillée, nous nous réunîmes dans la cuisine spacieuse pour discuter des détails, de la possible transaction. Thomas sortit un carnet et commença à noter soigneusement les spécifications et chiffres qui l'intéressaient. « Quel est le prix demandé final ?» demanda-t-il, d'un ton professionnel. « 185 000 €, dit Isabelle clairement. C'est un prix juste pour une maison dans cet état et dans ce quartier. » Thomas acquiesça, après un moment de réflexion, mais nous avons quelques conditions pour la transaction. Il voulait procéder à une expertise technique indépendante de la maison pour vérifier l'état de toutes les commodités, câblage électrique, plomberie, égouts, système de chauffage. C'est une procédure standard lors de l'achat d'une propriété, surtout une construite il y a plusieurs décennies. Ils demandèrent aussi à reporter le déménagement final d'1 mois. Ils devaient vendre leur appartement actuel dans une autre partie de la ville. Ce sont des conditions tout à fait acceptables. Acquiesçai-je sans hésiter. Alors nous sommes prêts à faire une offre concrète, dès maintenant, dit Sophie fermement. 175 000 € en espèces, sans hypothèque ni prêt bancaire. La différence de 10 000 € ne me dérangeait pas du tout. L'essentiel était que les acheteurs soient sérieux, solvables et prêts à agir rapidement, sans trop réfléchir, ni conditions supplémentaires. Marché conclu, dis-je, tendant la main pour serrer celle de Thomas. Isabelle promit d'avoir l'accord préalable à la vente. Prêt d'ici le début de la semaine prochaine. La famille, Renaud partit, de bonne humeur, discutant activement des plans pour leur nouveau nid familial et l'agencement des meubles. Juste une excellente affaire, dit l'agente immobilière, joyeusement, quand nous fûmes seuls dans la maison. Des acheteurs honnêtes, de l'argent liquide, sans délai bancaire, un enregistrement aussi rapide que possible. Les conditions ne pouvaient pas être meilleures. J'étais grandement soulagé. La partie la plus difficile et imprévisible de la procédure de vente était derrière moi. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment que tous les documents nécessaires soient traités et obtenir l'argent que je méritais. Nous verrouillâmes soigneusement la maison et rentrâmes en ville, en chemin. Isabelle me parla en détail des procédures à venir. Expertise technique, signature du contrat principal, enregistrement officiel du transfert de propriété auprès des autorités de l'État. Ça, et s'il n'y a pas de problèmes inattendus
Alors dans un mois, toutes les formalités seront complètement terminées, m'assura-t-elle, avec confiance, chez moi. Une surprise très désagréable m'attendait. Camille était assise sur le porche de ma maison, fumant nerveusement et tenant dans ses mains tremblantes une impression d'une annonce de vente de la maison sur un site internet. Son visage était mortellement pâle, ses yeux rouges et gonflés de larmes. « Ah, maman, que signifie ce papier ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Agitant la feuille agressivement, je passai devant elle en silence, ouvris la porte d'entrée avec ma clé et entrai dans la maison. Camille me suivit immédiatement, sans attendre une invitation. « J'exige une explication. Que signifie cette annonce de vente ?» répéta-t-elle, beaucoup plus fort et plus agressivement, exactement ce qui est écrit, en noir et blanc, répondis-je, du ton le plus calme possible. La maison est à vendre. Mais c'est ma maison. Tu me l'as donnée. Il y a moins d'1 an. Il n'existe pas de ta maison. Camille, l'acte de donation n'a jamais été finalisé officiellement. Elle était enregistrée à mon nom. Et elle l'est toujours. Ma fille s'effondra lourdement dans mon fauteuil préféré, pressant ses 2 mains convulsivement sur son visage pâle. Je ne comprends rien du tout. Comment n'est-elle pas finalisée? Nous avons signé beaucoup de documents. Avec toi, sommes allés plusieurs fois chez le notaire, payé des frais d'État. Nous n'avons signé qu'une déclaration d'intention, de donation future, mais à cause de nombreux retards bureaucratiques, dans les agences de l'État, l'enregistrement final n'a jamais été finalisé. Et maintenant, j'ai officiellement retiré cette demande. Tu n'as aucun droit moral de faire ça, hurla Camille, hystériquement, sautant de son fauteuil. J'ai de jeunes enfants. Où allons-nous vivre maintenant? Dans la rue? Tu aurais dû réfléchir sérieusement à ces conséquences plus tôt, de préférence avant d'exiger un loyer de ta propre mère pour la maison que tu avais reçue en cadeau. Maman, je suis prête à oublier toute cette histoire de loyer tout de suite. Nous pouvons en discuter calmement et trouver un compromis raisonnable. Sûrement. Il est trop tard pour un compromis. Camille, la maison a déjà été vendue à des acheteurs sérieux. Comment ça, déjà vendue? Sauta-t-elle à nouveau. Tu ne peux pas la vendre sans mon consentement écrit. Si, je peux, et je l'ai fait. Les acheteurs ont versé un acompte substantiel. Aujourd'hui, et dans 1 mois, nous signerons le contrat final de vente. Camille éclata en larmes, des larmes réelles, inconsolables, désespérées, comme pleurent les petits enfants quand ils réalisent enfin qu'ils ont fait quelque chose de complètement irréparable. Maman, je t'en supplie, s'il te plaît, j'avais tort d'exiger un loyer, j'ai pleinement réalisé ma terrible erreur. Essayons de revenir à comment c'était avant. Rien ne peut être repris, ma fille. Certains mots prononcés ne peuvent être retirés, peu importe la sincérité des regrets. Mais tu es ma propre mère. Comment peux-tu laisser tes propres petits-enfants pratiquement sans abri? Chire, de la même manière que tu as pu froidement exiger un loyer de ta mère pour une maison que tu avais reçue en cadeau, gratuitement. Elle arpentait la pièce, comme un animal traqué, s'asseyant nerveusement dans le fauteuil, puis sautant immédiatement, se précipitant vers la fenêtre et se détournant tout de suite. C'est tout à cause de cette maudite Laurence. Lâcha-t-elle à travers ses larmes. Ma collègue à la banque, elle me disait, toujours, que j'étais trop douce, sans caractère, que je laissais toutes sortes de personnes me marcher dessus impunément, même mes proches les plus proches. Donc, mon intuition ne m'avait pas trompée, et Sébastien avait absolument raison. Quelqu'un de l'extérieur avait effectivement encouragé Camille à faire des exigences de loyer inouïes. Cette Laurence disait sans cesse que les relations vraiment adultes nécessitent l'établissement
de limites claires et infranchissables, que même avec ses propres parents, il faut être ferme et inflexible. Et tu as pris les conseils d'une collègue que tu ne connaissais pas au lieu de réfléchir, avec ta propre tête, aux conséquences. J'ai honnêtement pensé que je faisais ce qu'il fallait, que j'apprenais enfin à être une femme vraiment indépendante et autonome. Apprendre à être indépendante, uniquement aux dépens de ta propre mère, qui t'a donné une maison entière par pure bonté de cœur. Camille pleura à nouveau, cette fois plus amèrement et inconsolablement. Maman, je t'implore à genoux, ton pardon. Donne-moi au moins une seule chance de me corriger. Je te serai éternellement reconnaissante. Pour le reste de ma vie, je me souviendrai toujours et apprécierai ta bonté sans limite. Tu as déjà eu ta chance, et une très bonne, pendant 3 longs mois, vécu sereinement dans la maison donnée, utilisant activement mon aide désintéressée. Et qu'est-il, arrivé à la fin? J'ai fait une terrible erreur, mais tous les gens normaux ont un droit naturel à faire des erreurs. Bien sûr qu'ils l'ont, mais pour toute erreur, surtout aussi grave, il faut toujours payer cher. La conversation douloureuse dura encore 1 heure. Camille alternait entre supplier et menacer, sanglotait et criait à nouveau. Elle affirmait qu'elle irait certainement en justice, qu'elle trouverait un moyen légal de contester la vente de la maison. Je l'écoutais patiemment, en silence, m'efforçant de ne pas céder aux émotions ouvertement manipulatrices. Tu détruis complètement notre famille, cria-t-elle hystériquement à la toute fin. Tes propres petits-enfants ne te pardonneront jamais cela. C'est toi, ma fille, qui a détruit la famille au moment où tu as exigé sans vergogne un loyer de ta mère, et les petits-enfants comprendront et apprécieront la situation quand ils seront un peu plus grands et plus matures. Elle quitta ma maison, claquant la porte d'entrée avec force. Je restai toute seule dans une maison qui semblait à nouveau trop silencieuse, vide et sans vie. Le week-end passa dans une attente languissante des événements à venir. Camille ne m'appela plus, ni ne vint avec de nouvelles exigences ou demandes. Sébastien vint me voir le dimanche après-midi, et nous restâmes, assis en silence, dans la cuisine, pendant très longtemps, hésitant presque à parler. Elle m'a parlé en détail de sa collègue à la banque. Dit enfin le fils, à voix basse, la même femme qui lui a donné tous ses conseils malsains sur les limites saines et les relations familiales. Vraiment des conseils nuisibles et stupides, extrêmement malsains et inappropriés. Mais Camille est une personne adulte, expérimentée. Elle aurait dû être bien consciente de ce qu'elle faisait et des conséquences que cela pourrait entraîner. Elle l'était. Elle était juste assez arrogante pour penser qu'elle pouvait profiter de ma gentillesse et de mon amour maternel en toute impunité. Le lundi matin, Isabelle m'apporta personnellement un contrat préalable à la vente, soigneusement rédigé. La famille Renaud avait signé tous les documents, sans la moindre hésitation ni doute, et avait payé un acompte substantiel de 10 000 € en espèces. Une expertise technique indépendante de la maison est prévue pour mercredi prochain, dit l'agente immobilière d'un ton professionnel. Si les experts ne trouvent pas de problème caché sérieux, alors le contrat final, nous le signerons solennellement vendredi. L'expertise professionnelle se passa étonnamment bien et avec succès. Les experts invités ne trouvèrent aucun problème technique sérieux avec la maison. Ils notèrent seulement les plus petits défauts cosmétiques qui n'affectent absolument pas la valeur marchande de la propriété. Le vendredi matin, nous nous réunîmes solennellement dans le bureau spacieux du notaire pour signer le contrat principal de vente. Le couple Renaud vint avec un chèque bancaire pour le montant total 275 000 €,
toute la procédure officielle. Pris moins d'1 heure. Je félicite sincèrement tous les participants pour la conclusion réussie d'une transaction mutuellement bénéfique, dite solennellement le notaire aux cheveux gris, apposant son dernier tampon officiel. Sur les documents, je tenais fermement le chèque bancaire dans mes mains et ressentais une étrange vacuité intérieure. L'argent avait été reçu, l'objectif atteint, mais le prix de cette réalisation était inattendument élevé et douloureux. Les heureux nouveaux propriétaires reçurent toutes les clés de la maison et partirent immédiatement vers leur nouveau nid familial. Ils prévoyaient de commencer à emménager dès le week-end suivant. Que va-t-il arriver aux locataires actuels? Demanda Sophie Renaud, avec une curiosité naturelle. Quand vont-ils finalement libérer la maison? Pour nous, ils sont déjà au courant de la vente, répondis-je, de manière évasive. Ils déménageront dans les prochains jours. En réalité, je n'avais aucune idée d'où Camille et les petits-enfants allaient vivre. Mais maintenant, ce n'était plus mon problème, ni ma responsabilité. Isabelle me ramena chez moi, dans sa voiture, et me dit au revoir chaleureusement, sur le porche. Ce fut un plaisir, et facile de travailler avec vous, dit-elle sincèrement. Si vous avez besoin de services immobiliers professionnels, à l'avenir, contactez-moi absolument. Chez moi, je m'installai dans le fauteuil préféré d'Henri et regardai longuement, par la fenêtre, la rue paisible, sur le trottoir, les enfants du quartier, jouaient joyeusement la vie ordinaire d'une petite ville, continuait son cours tranquille, et je continuais à penser à la véritable prix de l'amour parental et des soins maternels. Il y a exactement 1 an, j'avais donné à ma fille bien-aimée une maison entière de tout mon cœur. Voulant sincèrement aider, elle et mes petits-enfants adorés, je voulais que ma petite famille vive dans une sécurité complète, stabilité et prospérité, et en résultat, j'ai reçu une exigence effrontée de loyer et une leçon arrogante sur des relations prétendument adultes. Peut-être, de l'extérieur, j'ai agi de manière inutilement cruelle et sans cœur, vendant sans pitié la maison et laissant mes propres petits-enfants sans abri, mais parfois, la cruauté est le seul moyen efficace d'enseigner aux enfants, adultes gâtés, à vraiment apprécier les soins parentaux sincères. Et l'amour désintéressé, le chèque bancaire reposait soigneusement sur la table basse, me rappelant constamment la transaction irrévocable, 175 000 €. Vraiment un très bon et solide argent pour une vieillesse paisible, sans souci, d'une femme âgée, mais cet argent était acheté à un prix incroyablement élevé, de la rupture définitive, avec ma fille unique et mes petits-enfants adorés. Le téléphone restait obstinément silencieux depuis 1 semaine entière. Camille ne m'avait pas appelé une seule fois pendant tout ce temps. Elle cherchait probablement frénétiquement un nouveau logement convenable pour sa famille, essayant de résoudre les multiples problèmes de logement qu'elle avait créés avec ses exigences et revendications déraisonnables. Je me levai lentement de mon fauteuil, marchai prudemment vers la grande fenêtre et regardai à nouveau longuement la rue calme du soir. Ma maison avait été qualitativement réparée après l'accident. Elle était chaude et confortable, mais sans les rires constants de mes enfants et les histoires excitantes de ma petite fille sur ses aventures scolaires. Ce n'était qu'un bâtiment ordinaire, pas une vraie maison vivante. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, Camille comprendra enfin et réalisera ce qu'elle avait fait de ses propres mains. Peut-être que mes petits-enfants adorés me pardonneront éventuellement cet acte forcé, cruel, ou peut-être resterai-je seul, avec mes principes fermes et un chèque bancaire solide. Le véritable coût de l'amour parental sans limite s'était révélé bien plus élevé et plus douloureux que je n'aurais pu l'imaginer. Mais certaines leçons vitales ne peuvent être enseignées aux enfants adultes gâtés que par les méthodes les plus brutales et impitoyables